fais, Jacques? Il roule avec une brune, Sophie, je crois. Sophie? J'ai pas d'intro aujourd'hui. On va juste parler d'un des films préférés de ma mère. Donc si jamais tu regardes, coucou maman. Bon visionnage à tous. Dans la série des remakes américains de films français des années 80, le challenger du jour, c'est 3 hommes et un couffin. Réalisé par Colin Serrault et sorti en 1985, 3 hommes et un couffin raconte l'histoire de Pierre, Jacques et Michel, respectivement joués par Roland Giraud, André Dussolier et Michel Bougenat, 3 colocataires, célibataires endurcis à tendance serial baiser, dont la vie va subitement se retrouver chamboulée après l'arrivée de Marie, un bébé dont Jacques est le père et dont il faudra désormais s'occuper. J'en raconte pas plus, pour inciter tous ceux qui ne l'auraient jamais fait à aller le découvrir. C'est un excellent film, à la fois très drôle et très émouvant, et qui se révèle être assez intemporel, en plus d'avoir une des scènes les plus iconiques du cinéma français. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il a été un grand succès commercial et il a immédiatement inspiré Leonard Nimoy, à savoir Spock dans Star Trek, à en faire un remake aux États-Unis qui sortira 2 ans plus tard. Et ce remake, sobrement appelé 3 hommes et un bébé, on va pas s'y attarder non plus, parce qu'il est du type des Visiteurs en Amérique, et si vous savez pas ce que ça veut dire, ma vidéo sur le sujet n'a pas disparu, elle va s'afficher maintenant sur votre écran. Mais pour faire simple, c'est un remake qui n'arrive pas à rivaliser avec l'original, mais en gardant la structure intacte, demeure un divertissement familial tout à fait correct. Les 3 héros sont remplacés par Ted Danson, que vous reconnaissez peut-être comme Michael de The Good Place, Tom Selleck, bien loin de son rôle de Magnum, et Steve Guttenberg, rendu célèbre par la série Police Academy. Ils forment tous les 3 un trio très crédible de serial baiser à l'américaine, et même si une immense partie de la subtilité et de la sensibilité est perdue à l'export, ça aide à faire passer des pilules assez stupides d'un scénario qui trébuche assez vite quand il veut sortir des rails bâtis par l'original. Ne serait-ce que le fait que le trio français se retrouve à avoir à esquiver la police, alors que les Américains ne peuvent pas supporter l'opportunité de mettre de l'action, et donc ils vont défier les méchants, façon maman j'ai raté l'avion. Bon, après l'ensemble reste assez plaisant, et surtout bon enfant, un must vu le thème. Et l'original, tout autant que le remake, ont été des succès commerciaux, ce qui fait qu'ils ont eu tous les deux une suite, l'original français en 2003, 18 ans après, et qui s'appelle sobrement 18 ans après, et le remake aussi, logiquement, a donc eu sa suite. Ah bah non, tiens, il l'a eu en 1990, 3 ans seulement après son aîné. Bah, subitement, ça m'intéresse cette histoire. Pour resituer, et toujours sans rentrer dans les détails, 18 ans après, sorti en 2003 et toujours réalisé par Colin Serrault, reprend l'histoire de Marie, ancien bébé qui a désormais l'âge de passer le bac, mais aussi de ses 3 pères, Jacques, Pierre et Michel, toujours fidèles au poste. Là où le premier film raconte l'adaptation face à la privation de liberté que représente l'arrivée d'un enfant dans sa vie, mais pas que, allez voir ce film, s'il vous plaît, c'est vraiment une pépite. La suite met en scène des vacances en grande famille entre les 3 pères, la mère qui a refait sa vie aux États-Unis et a un nouveau compagnon, mais aussi les amis, les amours et les emmerdes, comme dirait Aznavour, afin de confronter tous les points de vue sur ce que c'est que grandir au-delà du simple rite de passage que représente le baccalauréat au début du film. Le tout en gardant un équilibre sur les impacts que ça peut avoir sur les 4 personnages principaux. Tout comme son aîné, c'est un film qui a beaucoup de cœur et je vous invite fortement à le découvrir si c'est pas déjà fait. Mais bien entendu, la suite du remake américain ne pouvait pas copier et donc a été obligé d'improviser. Surtout que contrairement au film de chez nous qui jouait la carte de la continuité jusqu'au bout, ici le réalisateur a été changé en un claquement de doigts. Et c'est pas tout. Le scénario de la suite américaine, dont le titre français est Tel père au pluriel telle fille, et dont le titre original se traduirait par 3 hommes et une petite fille, hérite de la fin du premier qui tranchait drastiquement avec son homologue français sur un point assez crucial. À la fin du premier, la mère de Marie reste élever sa fille avec les 3 serial baisers, alors que dans le film français, elle repart pour privilégier sa carrière une fois l'assurance que les 3 compères s'en occuperont bien. Donc,
Danson, Selleck et Guttenberg, désormais accompagnés d'une femme et d'un nourrisson, déménagent dans une petite maison new-yorkaise où ils élèvent paisiblement la petite Marie dans le bonheur et l'allégresse. Désormais âgée de 5 ans, la petite va pour la première fois à l'école et c'est à ce moment-là que ses camarades et sa maîtresse lui font remarquer que « Eh oh, 3 papas, c'est quand même un peu bizarre, non ?» Et si vous pensiez que c'est la porte ouverte à un film qui va parler de l'acceptation de 3 pères par la société d'une manière tonalement plaisante et scénaristiquement équilibrée pour les 3 pères, dans ce qui serait un message d'acceptation de situations familiales compliquées, pas utile en France, mais louable aux États-Unis, qui a des vues bien conservatrices sur la famille et qui peut doubler sur une métaphore subtile de l'acceptation de l'homosexualité avec quelques vannes éculées et un peu lourdes pour faire passer la pilule à cette société puritaine qui avait encore du mal avec le sujet à l'époque, eh ben vous vous trompez sur toute la ligne. Le film oublie cet aspect en 10 minutes. À la place, le message du film, c'est « Grand Dieu, ce que Tom Selleck peut être cool !» Et les Brexitaniens, c'est caca. Ouais, je suis content qu'on soit d'accord, mais c'est un peu faible du coup, non ? Et la réponse est oui. Tout potentiel est retiré au profit d'une aventure qui se résume en Tom Selleck qui doit avouer ses sentiments pour la mère de Marie, qui elle préfère doubler la mise au jeu de l'amour et du hasard en faisant croire qu'elle veut épouser son metteur en scène et déménager en Angleterre avec sa fille pour le bien de tous, même si littéralement aucune des parties concernées ne souhaite cet arrangement. Mais comment les Anglais font-ils pour garder le moral? Ils boivent du thé tetlé. Ah oui, donc l'homme doit faire des efforts pour accepter ses sentiments et les révéler au grand jour, mais la femme, elle, peut permettre de s'isoler elle-même, ses sentiments, ses émotions, ainsi que ses proches, parce qu'il est convenu que le prince charmant viendra la secourir à l'autre bout du monde. Le fameux 2 poids 2 mesures qui a nourri notre société, mais faut pas le dire parce que sinon on n'est pas... #MMM. Et ce sarcasme de bas étage est exactement de la même trempe que le film. Il faut l'exorciser à grands coups de crucifix. Il commence avec quelques bonnes idées, pas forcément révolutionnaires, mais de bonnes idées, et puis dès qu'il décide de devenir une comédie romantique, il perd toute sa saveur. Tout devient cliché de A jusqu'à Z. Sylvia et Marie partent pour l'Angleterre, mais sa seigneurie, le metteur en scène, est un menteur égocentrique qui n'a qu'une seule envie, c'est d'envoyer la petite en pension dans le dos de sa mère et caser Tom Selleck avec la directrice de l'établissement pour brouiller les pistes, Dirlo qui s'avère être soit Tante Pétunia qui démontre qu'elle était déjà sous l'influence du mal britannique avant d'être sous celui de Voldemort, soit la mère Monsin avant qu'elle ne pète les plombs et ne se mette à buter des Parisiennes pour arriver à ses fins. Mais je veux que vous sachiez que si vous avez choisi cette deuxième option, vous êtes des amis de la chaîne et je vous aime. Et au vu de la caractérisation des Britanniques comme des névrosés en puissance, ce serait passé comme une lettre à la poste, mais non, pour faciliter la résolution d'un film qui traîne un peu en longueur, la madame redevient normale au nom de l'amour et des petits oiseaux, sacrifiant au passage un potentiel comique qui aurait été le bienvenu dans une comédie. Après, quand je parle de l'amour, c'est celui de Tom Selleck, pas celui de Fiona Shaw, la directrice d'établissement. Les Brexitaniens ne méritent ni amour ni pitié, c'est bien connu. Bref, les deux zozos filent vers l'église dans le but d'arrêter le mariage de Sylvia, et plus on s'enfonce dans le film, plus il devient cliché. Le malentendu qui fait que la Dirlo se jette sur Tom Selleck juste un peu avant, Danson qui va faire le pitre pendant une demi-heure pour retarder le mariage, Steve Guttenberg qui fait strictement rien de tout le film. On est uniquement épargné du « je m'y oppose » avant le baiser et une séquence type « maman j'ai raté l'avion » avec la gamine parce que c'était aussi un peu la méta dans les années 90. C'est ballot parce qu'à la rigueur c'est là qu'il fallait le mettre, pas dans le premier film. Et on se retrouve avec un film pas super drôle, ni très original, avec un méchant qui est très méchant et pas très subtil, un gentil qui a des émotions ni très intenses, ni très complexes, de l'action présente, mais pas spectaculaire pour dessous. Vous l'aurez compris, c'est pas le film le plus profond ou le plus innovant, et en prime il apporte son lot de malaise comme cerise sur le gâteau, et en prime c'est censé être considéré comme un héritage du premier. Oui, tu fermes les yeux et fais dodo. Tu fermes les yeux et fais dodo. J'ai besoin d'un verre. C'est dommage à bien des aspects, parce que les acteurs dans le premier avaient un début d'alchimie. Le trio fonctionnait plutôt pas mal, et dans cette suite,
Ils interagissent à peine. C'est le Tom Selleck Show, où Ted Danson dans son rôle fait des pitreries et c'est tout, et Steve Guttenberg c'est un paillasson. La mère n'est même pas le personnage féminin central puisque ce titre est réservé à Fiona Shaw, qui en théorie ne devrait avoir aucune incidence scénaristique, et bien entendu la plus grande sacrifiée de cette histoire, ça reste la gamine. Bien sûr, elle est le centre d'attention de tous les personnages, mais on se fiche un peu de savoir ce qu'elle veut. Ça aurait rien changé si elle avait été un pot de fleurs ou un vase Ming. C'est dommage de pas tirer profit de ça, et puisqu'on connaît désormais l'intention de l'autrice originale, Colin Serrault, qui l'a retranscrit dans 18 ans après, on sait que c'est doublement dommage, parce qu'une fois dotée de conscience, elle considère que le point de vue des enfants valait tout autant que le point de vue des adultes. Et même si Marie, dans 18 ans après, est un peu grande pour avoir des préoccupations d'une fillette de 5-6 ans, la réalisatrice a rajouté d'autres personnages justement pour pallier à cette absence. Bref, double couac pour la suite américaine, le film partait dans cette direction, mais subitement s'en écarte, et finalement le propos n'a rien à voir et est galvaudé, en plus d'avoir une réalisation plus que plate. Déjà en sa qualité de suite de remake sans attache, il partait pas gagnant, mais avec cette idée de départ de « Oh mais c'est bizarre plusieurs papas », il y a un vrai gâchis de potentiel. Et ça c'est quand même assez fascinant. Autant le remake de l'original, qui comme à l'accoutumée tient pas la comparaison en termes de qualité, avait quand même cette ligne directrice qui était tenue et un trio qui fonctionnait plutôt bien, autant tel père au pluriel, telle fille, c'est une assez grosse catastrophe qui confirme ce que tout le monde pensait intuitivement, c'est pas les ghouls sans âme de chez Hollywood qui seront capables de générer des émotions correctes, parce qu'ils sont complètement incapables de créer quelque chose d'original. Alors après, incroyable mais vrai, le film fut un succès en salle, malgré son caractère 100% générique, à tel point qu'une deuxième suite qui se serait appelée 3 hommes et une mariée, qui par nature se serait bien plus rapprochée de 18 ans après, avait été évoquée par Disney dans les années 2010, mais rapidement abandonnée. J'avoue que ça aurait pu être intéressant de voir à quel point cet hypothétique film n'aurait pas pu s'accrocher au scénario français, puisque tel père au pluriel, telle fille a réussi sans le savoir à dynamiter les fondements scénaristiques de 18 ans après. Bref, tel père au pluriel, telle fille, c'est l'équivalent des derniers Jedi pour les remakes de films français. Vaguement inspiré, tout est dynamité, et c'est nul à chier. Sacré exploit.